Le bouchon de cristal. D'après Maurice Leblanc. Chapitre 1. Arrestation. Les deux barques se balançaient dans l'ombre, attachées au petit môle qui pointait hors du jardin. À travers la brume épaisse, on apercevait çà et là, sur les bords du lac, des fenêtres éclairées. En face, le casino d'Enghien ruisselait de lumière, bien qu'on fût au dernier jour de septembre. Quelques étoiles apparaissaient entre les nuages. Une brise légère soulevait la surface de l'eau. Arsène Lupin sortit du kiosque où il fumait une cigarette et, se penchant au bout du môle, « Grognard, le bahut, vous êtes là ?» Un homme surgit de chacune des barques, et l'un d'eux répondit « Oui, patron. »« Préparez-vous. J'entends l'auto qui revient avec Gilbert et Vaucheray. » Il traversa le jardin, fit le tour d'une maison en construction dont on discernait les échafaudages, et entr'ouvrit avec précaution la porte qui donnait sur l'avenue de Ceinture. Il ne s'était pas trompé. Une lueur vive jaillit au tournant, et une grande auto découverte s'arrêta, d'où sautèrent deux hommes vêtus de pardessus au col relevé et coiffés de casquettes. C'étaient Gilbert et Vaucheray. Gilbert, un garçon de 20 ou 22 ans, le visage sympathique, l'allure souple et puissante. Vaucheray, plus petit, les cheveux grisonnants, la face blême et maladive. « Eh bien, vous l'avez vu, le député ?»« Oui, patron, » répondit Gilbert. « Nous l'avons aperçu qui prenait le train de 7h40 pour Paris, comme nous le savions. En ce cas, nous sommes libres d'agir. »« Entièrement libres. La villa Marie-Thérèse est à notre disposition. » Le chauffeur étant resté sur son siège, Lupin lui dit « Ne stationne pas ici, ça pourrait attirer l'attention. Reviens à 9h30 précise. Attends pour charger la voiture, si toutefois l'expédition ne rate pas. » « Mais pourquoi voulez-vous que ça rate ? » ?»« Pourquoi ? Parce que ce n'est pas moi qui ai préparé le coup. Et quand ce n'est pas moi, je n'ai qu'à moitié confiance. »« Bah, patron, voilà 3 ans que je travaille avec vous. Je commence à la connaître. »« Ah oui, mon garçon, tu commences. Et c'est justement pourquoi je crains les gaffes. Allons, embarque. Et toi, Vaucheray, prends l'autre bateau. Bien. Maintenant, nagez les enfants. Et le moins de bruit possible. » Grognard et le bahut, les deux rameurs, piquèrent droit vers la rive opposée, un peu à gauche du casino. On rencontra d'abord une barque, où un homme et une femme se tenaient enlacés et qui glissaient à l'aventure. Puis une autre, où des gens chantaient à tue-tête. Et ce fut tout. Lupin se rapprocha de son compagnon et dit à voix basse « Dis donc, Gilbert, c'est toi qui as eu l'idée de ce coup-là ? Ou bien Vaucheray ? » ?»« Ma foi, je ne sais pas trop. Il y a des semaines qu'on en parle tous deux. »« C'est que je me méfie de Vaucheray. Un sale caractère, en dessous. Je me demande pourquoi je ne me débarrasse pas de lui. »« Oh, patron ! Mais si. C'est un gaillard dangereux. Sans compter qu'il doit avoir sur la conscience quelques peccadilles plutôt sérieuses. » Il demeura silencieux un instant et reprit. « Ainsi, tu es bien sûr d'avoir vu le député d'Aubrech. »« De mes yeux vus, patron. »« Et tu sais qu'il a un rendez-vous à Paris. »« Il va au théâtre. »« Bien. Mais ses domestiques sont restés à sa villa d'Enghien. La cuisinière est renvoyée. Quant au valet de chambre, Léonard, qui est l'homme de confiance du député d'Aubrech, il attend son maître à Paris, d'où ils ne peuvent pas revenir avant 1h du matin. Mais nous devons compter sur un caprice possible de Daubrech, sur un changement d'humeur, sur un retour inopiné, et par conséquent prendre nos dispositions pour avoir tout fini dans 1 heure.
Et tu possèdes ces renseignements ? Depuis ce matin. Aussitôt, Vaucheray et moi, nous avons pensé que le moment était favorable. J'ai choisi comme point de départ le jardin de cette maison en construction que nous venons de quitter et qui n'est pas gardée la nuit. J'ai averti 2 camarades pour conduire les barques et je vous ai téléphoné. Voilà toute l'histoire. Tu as les clés ? Celle du perron. C'est bien la villa qu'on discerne là-bas, entourée d'un parc ? Oui, la villa Marie-Thérèse. Et comme les 2 autres, dont les jardins l'encadrent, ne sont plus habités depuis une semaine, nous avons tout le temps de déménager ce qu'il nous plaît. Et je vous jure, patron, que ça en vaut la peine. Beaucoup trop commode l'aventure. Aucun charme. Ils abordèrent dans une petite anse, d'où s'élevaient, à l'abri d'un toit vermoulu, quelques marches de pierre. Lupin jugea que le transbordement des meubles serait facile. Mais il dit soudain « Il y a du monde à la villa. Tenez, une lumière. C'est un bec de gaz, patron. La lumière ne bouge pas. » Grognard resta près des barques, avec mission de faire le guet, tandis que le Balu, l'autre rameur, se rendait à la grille de l'avenue de Ceinture, et que Lupin et ses 2 compagnons rampaient dans l'ombre, jusqu'au bas du perron. Gilbert monta le premier. Ayant cherché à tâtons, il introduisit d'abord la clé de la serrure, puis celle du verrou de sûreté. Toutes 2 fonctionnèrent aisément, de sorte que le battant put être entrebâillé et livra passage aux 3 hommes. Dans le vestibule, un bec de gaz flambait. « Vous voyez, patron ? » ?»« Oui, oui. Mais il me semble que la lumière qui brillait ne venait pas de là. »« Et d'où alors ? » ?»« Ma foi, je n'en sais rien. Le salon est ici ? » ?»« Eh non !» répondit Gilbert, qui ne craignait pas de parler un peu fort. « Non, par précaution, il a tout réuni au premier étage, dans sa chambre et dans les chambres voisines. »« Et l'escalier ? » ?»« À droite, derrière le rideau. » Lupin se dirigea vers ce rideau. Et déjà, il écartait l'étoffe, quand tout à coup, à 4 pas sur la gauche, une porte s'ouvrit et une tête apparut. Une tête d'homme blême, avec des yeux d'épouvante. « Au secours ! À l'assassin !» Et précipitamment, il entra dans la pièce. « C'est Léonard, le domestique !» cria Gilbert. « S'il fait des manières, je l'abats !» gronda Vaucheray. « Tu vas nous fiche la paix, Vaucheray, hein ?» ordonna Lupin, qui s'élançait à la poursuite du domestique. Il traversa d'abord une salle à manger, où il y avait encore, auprès d'une lampe, des assiettes et une bouteille. Et il retrouva Léonard au fond d'un office dont il essayait vainement d'ouvrir la fenêtre. « Ne bouge pas, l'artiste. Pas de blague. Ah, la brute !» Il s'était abattu à terre d'un geste en voyant Léonard lever le bras vers lui. 3 détonations furent jetées dans la pénombre de l'office. Puis le domestique bascula, saisi aux jambes par Lupin, qui lui arracha son arme et l'étreignit à la gorge. « Sacré brute, va ! Un peu plus, il me démolissait. Vaucheray, ligote-moi ce gentilhomme. » Avec sa lanterne de poche, il éclaira le visage du domestique et ricana. « Pas joli, le monsieur, hein ? Tu ne dois pas avoir la conscience très nette, Léonard. D'ailleurs, pour être le larbin du député d'Aubrec... Tu as fini, Vaucheray ? Je voudrais bien ne pas moisir ici. »« Aucun danger, patron, » dit Gilbert. « Ah, vraiment ? Et le coup de feu ? Tu crois que ça ne s'entend pas ? » ?»« Absolument impossible. »« N'importe, il s'agit de faire vite. Vaucheray, prends la lampe et montons. » Il empoigna le bras de Gilbert et l'entraînant vers le premier étage. « Imbécile ! C'est comme ça que tu t'informes ? Avais-je raison de me méfier ? Voyons, patron, je ne pouvais pas savoir qu'il changerait d'avis et reviendrait dîner. On doit tout savoir quand on a l'honneur de cambrioler les gens. Mazette, je vous retiens, Vaucheray et toi. Vous avez le chic. » La vue des meubles au premier étage apaisa Lupin. Et commençant l'inventaire avec une satisfaction d'amateur qui vient de s'offrir quelques objets d'art, bigre. Peu de choses, mais du nanan.
Ce représentant du peuple ne manque pas de goût. 4 fauteuils d'Aubusson, un secrétaire signé, je gage, Percier-Fontaine, 2 appliques de Gouttière, un vrai fragonard et un faux natier qu'un milliardaire américain avalerait tout cru. Bref, une fortune. Et il y a des grincheux qui prétendent qu'on ne trouve plus rien d'authentique. Crebleu, qu'ils fassent comme moi, qu'ils cherchent. Gilbert et Vaucheray, sur l'ordre de Lupin, et d'après ses indications, procédèrent aussitôt à l'enlèvement méthodique des plus gros meubles. Au bout d'une demi-heure, la première barque étant remplie, il fut décidé que Grognard et le Bahut partiraient en avant et commenceraient le chargement de l'auto. Lupin surveilla leur départ. En revenant à la maison, il lui sembla, comme il passait dans le vestibule, entendre un bruit de paroles du côté de l'office. Il s'y rendit. Léonard était bien seul, couché à plat ventre et les mains liées derrière le dos. « C'est donc toi qui grognes, larbin de confiance ?»« T'émeus pas, c'est presque fini. Seulement, si tu criais trop fort, tu nous obligerais à prendre des mesures plus sévères. Aimes-tu les poires ? On t'en collerait une, d'angoisse. » Au moment de remonter, il entendit de nouveau le même bruit de paroles, et ayant prêté l'oreille, il perçut ces mots prononcés d'une voix rauque et gémissante, et qui venaient en toute certitude de l'office. « Au secours ! À l'assassin ! Au secours ! On va me tuer ! Qu'on avertisse le commissaire !» Complètement loufoque, le bonhomme. Sapristi ! Déranger la police à 9h du soir ? Quelle indiscrétion ! Il se remit à l'œuvre. Cela dura plus longtemps qu'il ne le pensait, car on découvrait dans les armoires des bibelots de valeur qu'il eût été malséant de dédaigner. Et d'autre part, Vaucheray et Gilbert apportaient à leurs investigations une minutie qui le déconcertait. À la fin, il s'impatienta. « Assez ! Pour les quelques rossignols qui restent, nous n'allons pas gâcher l'affaire et laisser l'auto en station. J'embarque !» Il se trouvait alors au bord de l'eau, et Lupin descendait l'escalier. Gilbert le retint. « Écoutez, patron, il nous faut un voyage de plus. 5 minutes, pas davantage. »« Mais pourquoi, que diantre ? Et voilà, on nous a parlé d'un reliquaire ancien, quelque chose d'épatant. Eh bien, impossible de mettre la main dessus. Et je pense à l'office. Il y a là un placard à grosse serrure. Vous comprenez bien que nous ne pouvons pas. » Il retournait déjà vers le perron. Vaucheray s'élança également. « 10 minutes, pas une de plus. Dans 10 minutes, moi, je me défile. » Mais les 10 minutes s'écoulèrent, et il attendait encore. Il consulta sa montre. 9h15. C'est de la folie. En outre, il songeait que, durant tout ce déménagement, Gilbert et Vaucheray s'étaient conduits de façon assez bizarre, ne se quittant pas et semblant se surveiller l'un l'autre. Que se passait-il donc ? Insensiblement, Lupin retournait à la maison, poussé par une inquiétude qu'il ne s'expliquait pas, et en même temps, il écoutait une rumeur sourde qui s'élevait au loin, du côté d'Enghien, et qui paraissait se rapprocher. Des promeneurs, sans doute. Vivement, il donna un coup de sifflet, puis il se dirigea vers la grille principale pour jeter un coup d'œil aux environs de l'avenue. Mais soudain, comme il tirait le battant, une détonation retentit, suivie d'un hurlement de douleur. Il revint en courant, fit le tour de la maison, escalada le perron et se rua vers la salle à manger. « Sacré tonnerre ! Qu'est-ce que vous fichez là, tous les deux ?» Gilbert et Vaucheray, mêlés dans un corps à corps furieux, roulaient sur le parquet avec des cris de rage. Leurs habits dégoûtaient de sang. Lupin bondit. Mais déjà Gilbert avait terrassé son adversaire et lui arraché de la main un objet que Lupin n'eut pas le temps de distinguer. Vaucheray, d'ailleurs, qui perdait du sang par une blessure à l'épaule, s'évanouit. « Qui l'a blessé ? Toi, Gilbert ? » ?»« Non, Léonard. »« Léonard ? Il était attaché. Il avait défait ses liens et repris son revolver. »« La canaille !
Où est-il » Lupin saisit la lampe et passa dans l'office. Le domestique gisait sur le dos, les bras en croix, un poignard planté dans la gorge, la face livide. Un filet rouge coulait de sa bouche. « Oh, il est mort !»« Vous croyez ? Vous croyez ? » ?»« Il est mort, je te dis. C'est Vaucheray qui l'a frappé. » Pâle de colère, Lupin l'empoigna. « C'est Vaucheray. Et toi aussi, gredin, puisque tu étais là et que tu l'as laissé faire. Du sang, vous savez bien que je n'en veux pas. On se laisse tuer plutôt. Ah, tant pis pour vous, les gaillards. Vous paierez la casse s'il y a lieu. Et ça coûte cher. Gare la veuve !» La vue du cadavre le bouleversait, et secouant brutalement Gilbert. « Pourquoi ? Pourquoi Vaucheray l'a-t-il tué ? » ?»« Il voulait le fouiller et lui prendre la clé du placard. Quand il s'est penché sur lui, il a vu que l'autre s'était délié les bras, il a eu peur et il a frappé. Mais le coup de revolver, c'est Léonard. Il avait l'arme à la main. Avant de mourir, il a encore eu la force de viser. Et la clé du placard. Vaucheray l'a prise. Il a ouvert ? Oui. Et il a trouvé ? Oui. Et toi, tu as voulu lui arracher l'objet ? Le reliquaire ? Non, c'était plus petit. Mais alors quoi ? Réponds donc ! Au silence, à l'expression résolue de Gilbert, il comprit qu'il n'obtiendrait pas de réponse. Avec un geste de menace, il articula « Tu causeras, mon bonhomme. Foi de Lupin, je te ferai cracher ta confession. Mais pour l'instant, il s'agit de déguerpir. Tiens, aide-moi. Nous allons embarquer Vaucheray. » Ils étaient revenus vers la salle, et Gilbert se penchait au-dessus du blessé, quand Lupin l'arrêta. « Écoute !» Ils échangèrent un même regard d'inquiétude. On parlait dans l'office. Une voix très basse, étrange, très lointaine. Pourtant, ils s'en assurèrent aussitôt, il n'y avait personne dans la pièce. Personne que le mort dont ils voyaient la silhouette sombre. Et la voix parla de nouveau, tour à tour aiguë, étouffée, chevrotante, inégale, criarde, terrifiante. Elle prononçait des mots indistincts, des syllabes interrompues. Lupin sentit que son crâne se couvrait de sueur. Qu'était-ce que cette voix incohérente, mystérieuse comme une voix d'outre-tombe ? Il s'était baissé sur le domestique. La voix se tut, puis recommença. « Éclaire-nous mieux !» dit-il à Gilbert. Il tremblait un peu, agité par une peur nerveuse qu'il ne pouvait dominer, car aucun doute n'était possible. Gilbert ayant enlevé l'abat-jour, il constata que la voix sortait du cadavre même, sans qu'un soubresaut en remuât la masse inerte, sans que la bouche sanglante eût un frémissement. « Patron, j'ai la frousse !» Le même bruit encore, le même chuchotement nasillard. Lupin éclata de rire, et rapidement, il saisit le cadavre et le déplaça. « Parfait !» dit-il en apercevant un objet de métal brillant. « Parfait, nous y sommes !» Eh ben vrai, j'y ai mis le temps. C'était, à la place même qu'il avait découverte, le cornet récepteur d'un appareil téléphonique dont le fil remontait jusqu'au poste fixé dans le mur à la hauteur habituelle. Lupin appliqua ce récepteur contre son oreille. Presque aussitôt, le bruit recommença, mais un bruit multiple, composé d'appels divers, d'interjections, de clameurs entrecroisées, le bruit que font plusieurs personnes qui s'interpellent. « Êtes-vous là ? C'est horrible ! On l'y a-t-il ? Du courage ! Le secours ! Des agents, des soldats ! Êtes-vous là ? » « Crédieu !» fit Lupin qui lâcha le récepteur. En une vision effrayante, la vérité lui apparaissait. Tout au début, et tandis que le déménagement s'effectuait, Léonard, dont les liens n'étaient pas rigides, avait réussi à se dresser,
à décrocher le récepteur, probablement avec ses dents, à le faire tomber et à demander du secours au bureau téléphonique d'Enghien. Et c'étaient là les paroles que Lupin avait surprises une fois déjà, après le départ de la première barque. « Au secours, à l'assassin, on va me tuer !» Et c'était là, maintenant, la réponse du bureau téléphonique. La police accourait. Et Lupin se rappelait les rumeurs qu'il avait perçues du jardin, 4 ou 5 minutes auparavant, tout au plus. « La police, sauf qui peut !»« Et Vaucheray !»« Tant pis pour lui !» Mais Vaucheray, sorti de sa torpeur, le supplia au passage. « Pas trop, vous n'allez pas me lâcher comme ça !» Lupin s'arrêta, malgré le péril, et avec l'assistance de Gilbert, il soulevait le blessé quand un tumulte se produisit dehors. Trop tard. À ce moment, des coups ébranlèrent la porte du vestibule qui donnait sur la façade postérieure. Il courut à la porte du perron. Des hommes avaient déjà contourné la maison et se précipitaient. Peut-être aurait-il réussi à prendre de l'avance et à gagner le bord de l'eau ainsi que Gilbert. Mais comment s'embarquer et fuir sous le feu de l'ennemi ? « Nous sommes cernés, fichus. »« Tais-toi. »« Mais ils nous ont vus, patron. Tenez, les voilà qui frappent. »« Tais-toi. Pas un mot, pas un geste. » Lui-même demeurait impassible, le visage absolument calme, l'attitude pensive de quelqu'un qui a tous les loisirs nécessaires pour examiner une situation délicate sous toutes ses faces. Il se trouvait à l'un de ces instants qu'il appelait les minutes supérieures de la vie, celles qui seulement donnent à l'existence sa valeur et son prix. En cette occurrence, et quelle que fût la menace du danger, il commençait toujours par compter en lui-même et lentement 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à ce que le battement de son cœur redevint normal et régulier. Alors seulement, il réfléchissait, mais avec quelle acuité, avec quelle puissance formidable, avec quelle intuition profonde des événements possibles. Toutes les données du problème se présentaient à son esprit. Il prévoyait tout, il admettait tout, et il prenait sa résolution en toute logique et en toute certitude. Après 30 ou 40 secondes, tandis que l'on cognait aux portes et que l'on crochetait les serrures, il dit à son compagnon « Suis-moi ». Il rentra dans le salon et poussa doucement la croisée et les persiennes d'une fenêtre qui s'ouvrait sur le côté. Des gens allaient et venaient, rendant la fuite impraticable. Alors, il se mit à crier de toutes ses forces et d'une voix essoufflée « Par ici! À l'aide! Je les tiens! Par ici !» Il braqua son revolver et tira 2 coups dans les branches des arbres. Puis il revint à Vaucheray, se pencha sur lui et se barbouilla les mains et le visage avec le sang de la blessure. Enfin, se retournant contre Gilbert brutalement, il le saisit aux épaules et le renversa. « Qu'est-ce que vous voulez, patron ? En voilà une idée !»« Laisse-toi faire, je réponds de tout, je réponds de vous deux, laisse-toi faire. Je vous sortirai de prison, mais pour cela, il faut que je sois libre. » On s'agitait, on appelait au-dessous de la fenêtre ouverte. « Par ici! Je les tiens! À l'aide !» Et tout bas, tranquillement, « Réfléchis bien. As-tu quelque chose à me dire? Une communication qui puisse nous être utile ?» Gilbert se débattait, furieux, trop bouleversé pour comprendre le plan de Lupin. Vaucheray, plus perspicace, et qui d'ailleurs à cause de sa blessure avait abandonné tout espoir de fuite, Vaucheray ricana. « Laisse-toi faire, idiot. Pourvu que le patron se tire des pattes, c'est-il pas l'essentiel ?» Brusquement, Lupin se rappela l'objet que Gilbert avait mis dans sa poche, après l'avoir repris à Vaucheray. À son tour, il voulut s'en saisir. « Ah, ça, jamais !» grinça Gilbert qui parvint à se dégager. Lupin le terrassa de nouveau. Mais subitement, comme 2 hommes surgissaient à la fenêtre, Gilbert céda et, passant l'objet à Lupin qui l'empocha sans le regarder, murmura « Tenez, patron, voilà, je vous expliquerai. Vous pouvez être sûr que
Il n'eut pas le temps d'achever. 2 agents et d'autres qui les suivaient, et des soldats qui pénétraient par toutes les issues, arrivaient au secours de Lupin. Gilbert fut aussitôt maintenu et lié solidement. Lupin se releva. « ce n'est pas dommage. Le bougre m'a donné assez de mal. J'ai blessé l'autre. Mais celui-là... » En hâte, le commissaire de police lui demanda « Vous avez vu le domestique? Est-ce qu'ils l'ont tué ?»« Je ne sais pas. »« Vous ne savez pas ?»« Dame, je suis venu d'Enghien avec vous tous à la nouvelle du meurtre. Seulement, tandis que vous faisiez le tour à gauche de la maison, moi je faisais le tour à droite. Il y avait une fenêtre ouverte. J'y suis monté au moment même où ces 2 bandits voulaient descendre. J'ai tiré sur celui-ci, il désigna Vaucheray, et j'ai empoigné son camarade. Comment eût-on pu le soupçonner? Il était couvert de sang. C'est lui qui livrait les assassins du domestique. 10 personnes avaient vu le dénouement du combat héroïque livré par lui. D'ailleurs, le tumulte était trop grand pour qu'on prît la peine de raisonner ou qu'on perdît son temps à concevoir des doutes. Dans le premier désarroi, les gens du pays envahissaient la villa. Tout le monde s'affolait. On courait de tous côtés, en haut, en bas, jusqu'à la cave. On s'interpellait, on criait. Et nul ne songeait à contrôler les affirmations si vraisemblables de Lupin. Cependant, la découverte du cadavre dans l'office rendit au commissaire le sentiment de sa responsabilité. Il donna des ordres à la grille, afin que personne ne pût entrer ou sortir. Puis, sans plus tarder, il examina les lieux et commença l'enquête. Vaucheray donna son nom. Gilbert refusa de donner le sien, sous prétexte qu'il ne parlerait qu'en présence d'un avocat. Mais comme on l'accusait du crime, il dénonça Vaucheray, lequel se défendit en l'attaquant, et tous 2 péroraient à la fois avec le désir évident d'accaparer l'attention du commissaire. Lorsque celui-ci se retourna vers Lupin pour invoquer son témoignage, il constata que l'inconnu n'était plus là. Sans aucune défiance, il dit à l'un des agents « Prévenez donc ce monsieur que je désire lui poser quelques questions. » On chercha le monsieur. Quelqu'un l'avait vu sur le perron, allumant une cigarette. On sut alors qu'il avait offert des cigarettes à un groupe de soldats et qu'il s'était éloigné vers le lac en disant qu'on l'appelât en cas de besoin. On l'appela. Personne ne répondit. Mais un soldat accourut. Le monsieur venait de monter dans une barque et faisait force de rame. Le commissaire regarda Gilbert et comprit qu'il avait été roulé. « Qu'on l'arrête! Qu'on tire dessus! C'est un complice !» Lui-même s'élança, suivi de 2 agents, tandis que les autres demeuraient auprès des captifs. De la berge, il aperçut à une centaine de mètres le monsieur qui, dans l'ombre, faisait des salutations avec son chapeau. Vainement, un des agents déchargea son revolver. La brise apporta un bruit de paroles. Le monsieur chantait tout en ramant. « Va, petit mousse, le vent te pousse. Va, petit mousse, le vent te pousse. » Mais le commissaire avisa une barque attachée au môle de la propriété voisine. On réussit à franchir la haie qui séparait les 2 jardins, et après avoir prescrit aux soldats de surveiller les rives du lac et d'appréhender le fugitif s'il cherchait à atterrir, le commissaire et 2 de ses hommes se mirent à sa poursuite. C'était chose assez facile, car, à la clarté intermittente de la lune, on pouvait discerner ses évolutions et se rendre compte qu'il essayait de traverser le lac en obliquant toutefois vers la droite, c'est-à-dire vers le village de Saint-Gratien. Aussitôt d'ailleurs, le commissaire constata que, avec l'aide de ses hommes, et grâce peut-être à la légèreté de son embarcation, il gagnait de vitesse. En 10 minutes, il rattrapa la moitié de l'intervalle. « Ça y est, nous n'avons même pas besoin des fantassins pour l'empêcher d'aborder. J'ai bien envie de connaître ce type-là. Il ne manque pas d'un certain culot. » Ce qu'il y avait de plus bizarre, c'est que la distance diminuait dans des proportions anormales, comme si le fuyard se fût découragé en comprenant l'inutilité de la lutte.
Les agents redoublaient d'efforts. La barque glissait sur l'eau avec une extrême rapidité. Encore une centaine de mètres tout au plus, et l'on atteignait l'homme. « Halte !» L'ennemi, dont on distinguait la silhouette accroupie, ne bougeait pas. Les rames s'en allaient à volo. Et cette immobilité avait quelque chose d'inquiétant. Un bandit de cette espèce pouvait fort bien attendre les agresseurs, vendre chèrement sa vie, et même les démolir à coups de feu avant qu'ils ne puissent l'attaquer. « Rends-toi !» La nuit était obscure à ce moment. Les trois hommes s'abattirent au fond de leur canot, car il leur avait semblé surprendre un geste de menace. La barque, emportée par son élan, approchait de l'autre. « Nous n'allons pas nous laisser canarder. Tirez dessus. Vous êtes prêts ?» Et il cria de nouveau. « Rends-toi, sinon !» Pas de réponse. L'ennemi ne remuait pas. « Rends-toi ! Bas les armes ! Tu ne veux pas ! Alors tant pis ! Je compte ! 1, 2... » Les agents n'attendirent pas le commandement. Ils tirèrent, et aussitôt, se courbant sur leurs avirons, donnèrent à la barque une impulsion si vigoureuse qu'en quelques brassées, elle atteignit le but. Revolver au poing, attentif au moindre mouvement, le commissaire veillait. Il tendit les bras. « Un geste, et je te casse la tête !» Mais l'ennemi ne fit aucun geste. Et le commissaire, quand l'abordage eut lieu et que les deux hommes, lâchant leurs rames, se préparèrent à l'assaut redoutable, le commissaire comprit la raison de cette attitude passive. Il n'y avait personne dans le canot. L'ennemi s'était enfui à la nage, laissant aux mains du vainqueur un certain nombre des objets cambriolés, dont l'amoncellement, surmonté d'une veste et d'un chapeau melon, pouvait, à la grande rigueur, dans les demi-ténèbres, figurer la silhouette confuse d'un individu. À la lueur d'allumettes, on examina les dépouilles de l'ennemi. Aucune initiale n'était gravée à l'intérieur du chapeau. La veste ne contenait ni papier ni portefeuille. Cependant, on fit une découverte qui devait donner à l'affaire un retentissement considérable et influer terriblement sur le sort de Gilbert et de Vaucheray. C'était, dans une des poches, une carte oubliée par le fugitif. La carte d'Arsène Lupin. À peu près au même moment, tandis que la police, remorquant le vaisseau capturé, continuait de vagues recherches, et que, échelonnés sur la rive, inactifs, les soldats écarquillaient les yeux pour tâcher de voir les péripéties du combat naval, le dit Arsène Lupin abordait tranquillement à l'endroit même qu'avait quitté 2 heures auparavant. Il y fut accueilli par ses 2 autres complices, Grognard et Le Balu, leur jeta quelques explications en toute hâte, s'installa dans l'automobile, parmi les fauteuils et les bibelots du député Daubrec, s'enveloppa de fourrure et se fit conduire par les routes désertes jusqu'à son garde-meuble de Neuilly, où il laissa le chauffeur. Un taxi le ramena dans Paris et l'arrêta près de Saint-Philippe-du-Roule. Il possédait, non loin de là, rue Matignon, à l'insu de toute sa bande, sauf de Gilbert, un entresol avec sortie personnelle. Ce ne fut pas sans plaisir qu'il se changea et se frictionna, car, malgré son tempérament robuste, il était transi. Comme chaque soir, en se couchant, il vida sur la cheminée le contenu de ses poches. Alors seulement, il remarqua, près de son portefeuille et de ses clés, l'objet que Gilbert, à la dernière minute, lui avait glissé dans les mains. Et il fut très surpris. C'était un bouchon de carafe, un petit bouchon en cristal, comme on en met aux flacons destinés aux liqueurs. Et ce bouchon de cristal n'avait rien de particulier. Tout au plus, Lupin observa-t-il que la tête aux multiples facettes était dorée jusqu'à la gorge centrale. Mais en vérité, aucun détail ne lui sembla de nature à frapper l'attention. Et c'est ce morceau de verre auquel Gilbert et Vaucheray tenaient si opiniâtrement.
Et voilà pourquoi ils ont tué le domestique. Pourquoi ils se sont battus, pourquoi ils ont perdu leur temps, pourquoi ils ont risqué la prison, les assises, l'échafaud. Oh, bigre, c'est tout de même cocasse. Trop là pour s'attarder davantage à l'examen de cette affaire, si passionnante qu'elle lui parut, il reposa le bouchon sur la cheminée et se mit au lit. Il eut de mauvais rêves. À genoux, sur les dalles de leur cellule, Gilbert et Vaucheray tendaient vers lui des mains éperdues et poussaient des hurlements d'épouvante. « Au secours! Au secours! Au secours! Au secours !» Mais malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas bouger. Lui-même était attaché par des liens invisibles. Et tout tremblant, obsédé par une vision monstrueuse, il assista aux funèbres préparatifs, à la toilette des condamnés, au drame sinistre. « Oh, bigre !» dit-il en se réveillant après une série de cauchemars. « Oh, voilà de bien fâcheux présages. Oh, heureusement que nous ne péchons pas par faiblesse d'esprit. Sans quoi... Oh, nous avons là d'ailleurs près de nous un talisman qui, si je m'en rapporte à la conduite de Gilbert et de Vaucheray, suffira, avec l'aide de Lupin, à conjurer le mauvais sort et à faire triompher la bonne cause. Ah, voyons ce bouchon de cristal. » Il se leva pour prendre l'objet et l'étudier plus attentivement. Un cri lui échappa. Le bouchon de cristal avait disparu. Chapitre 2. 8 ôtés de 9, reste 1. Il est une chose que, malgré mes bonnes relations avec Lupin et la confiance dont il m'a donné des témoignages si flatteurs, une chose que je n'ai jamais pu percer à fond, c'est l'organisation de sa bande. L'existence de cette bande ne fait pas de doute. Certaines aventures ne s'expliquent que par la mise en action de dévouements innombrables, d'énergie irrésistible et de complicité puissante, toute force obéissant à une volonté unique et formidable. Mais comment cette volonté s'exerce-t-elle ? Par quels intermédiaires et par quels sous-ordres ? Je l'ignore. Lupin garde son secret, et les secrets que Lupin veut garder sont, pour ainsi dire, impénétrables. La seule hypothèse qu'il me soit permis d'avancer, c'est que cette bande, très restreinte à mon avis, et d'autant plus redoutable, se complète par l'adjonction d'unités indépendantes, d'affiliés provisoires, pris dans tous les mondes et dans tous les pays, et qui sont les agents exécutifs d'une autorité que souvent ils ne connaissent même pas. Entre eux et le maître vont et viennent les compagnons, les initiés, les fidèles, ceux qui jouent les premiers rôles sous le commandement direct de Lupin. Gilbert et Vaucheray furent évidemment au nombre de ceux-là. Et c'est pourquoi la justice se montra si implacable à leur égard. Pour la première fois, elle tenait des complices de Lupin, des complices avérés, indiscutables. Et ces complices avaient commis un meurtre. Que ce meurtre fût prémédité, que l'accusation d'assassinat pût être établie sur de fortes preuves, et c'était l'échafaud. Or, comme preuve, il y en avait tout au moins une, évidente. L'appel téléphonique de Léonard, quelques minutes avant sa mort. « Au secours à l'assassin, ils vont me tuer !» Cet appel désespéré, 2 hommes l'avaient entendu. L'employé de service et l'un de ses camarades, qui en témoignèrent catégoriquement. Et c'est à la suite de cet appel que le commissaire de police, aussitôt prévenu, avait pris le chemin de la villa Marie-Thérèse, escorté de ses hommes et d'un groupe de soldats en permission. Dès les premiers jours, Lupin eut la notion exacte du péril. La lutte si violente qu'il avait engagée contre la société entrait dans une phase nouvelle et terrible. La chance tournait. Cette fois,
il s'agissait d'un meurtre, d'un acte contre lequel lui-même s'insurgeait, et non plus d'un de ces cambriolages amusants où, après avoir refait quelques rastaquouères, quelques financiers véreux, il savait mettre les rieurs de son côté et se concilier l'opinion. Cette fois, il ne s'agissait plus d'attaquer, mais de se défendre et de sauver la tête de ses deux compagnons. Une petite note que j'ai recopiée sur un des carnets où il expose le plus souvent et résume les situations qui l'embarrassent nous montre la suite de ses réflexions. Tout d'abord, une certitude. Gilbert et Vaucheray se sont joués de moi. L'expédition d'Enghien, en apparence destinée au cambriolage de la villa Marie-Thérèse, avait un but caché. Pendant toutes les opérations, ce but les obséda. Et sous les meubles, comme au fond des placards, ils ne cherchaient qu'une chose, et rien d'autre, le bouchon de cristal. Donc, si je veux voir clair dans les ténèbres, il faut avant tout que je sache à quoi m'en tenir là-dessus. Il est certain que, pour des raisons secrètes, ce mystérieux morceau de verre possède à leurs yeux une valeur immense. Et non pas seulement à leurs yeux, puisque, cette nuit, quelqu'un a eu l'audace et l'habileté de s'introduire dans mon appartement pour dérober l'objet en question. Ce vol, dont il était victime, intriguait singulièrement Lupin. Deux problèmes également insolubles se posaient à son esprit. D'abord, quel était le mystérieux visiteur ? Gilbert seul, qui avait toute sa confiance et lui servait de secrétaire particulier, connaissait la retraite de la rue Matignon. Or, Gilbert était en prison. Fallait-il supposer que Gilbert, le trahissant, avait envoyé la police à ses trousses ? En ce cas, comment, au lieu de l'arrêter, lui, Lupin, se fût-on contenté de prendre le bouchon de cristal ? Mais il y avait quelque chose de beaucoup plus étrange. En admettant que l'on eût pu forcer les portes de son appartement, et cela il devait bien l'admettre, quoique nul indice ne le prouvât, de quelle façon avait-on réussi à pénétrer dans la chambre ? Comme chaque soir, et selon une habitude dont il ne se départait jamais, il avait tourné la clé et mis le verrou. Pourtant, fait irrécusable, le bouchon de cristal disparaissait sans que la serrure et le verrou eussent été touchés. Et bien que Lupin se flattât d'avoir l'oreille fine, même pendant son sommeil, aucun bruit ne l'avait réveillé. Il chercha peu. Il connaissait trop ces sortes d'énigmes pour espérer que celles-ci puissent s'éclaircir autrement que par la suite des événements. Mais, très déconcerté, fort inquiet, il ferma aussitôt son entresol de la rue Matignon en se jurant qu'il n'y remettrait pas les pieds. Et tout de suite, il s'occupa de correspondre avec Gilbert et Vaucheray. De ce côté, un nouveau mécompte l'attendait. La justice, bien qu'elle ne pût établir sur des bases sérieuses la complicité de Lupin, avait décidé que l'affaire serait instruite non pas en Seine-et-Oise, mais à Paris, et rattachée à l'instruction générale ouverte contre Lupin. Aussi, Gilbert et Vaucheray furent-ils enfermés à la prison de la Santé. Or, à la Santé comme au palais de justice, on comprenait si nettement qu'il fallait empêcher toute communication entre Lupin et les détenus qu'un ensemble de précautions minutieuses était prescrit par le préfet de police et minutieusement observé par les moindres subalternes. Jour et nuit, des agents éprouvés, toujours les mêmes, gardaient Gilbert et Vaucheray et ne les quittaient pas de vue. Lupin, qui à cette époque ne s'était pas encore promu, honneur de sa carrière, au poste de chef de la sûreté, et qui, par conséquent, n'avait pu prendre au palais de justice les mesures nécessaires à l'exécution de ses plans, Lupin, après 15 jours de tentatives infructueuses, dut s'incliner. Il le fit, la rage au cœur, et avec une inquiétude croissante. « Le plus difficile dans une affaire, dit-il, souvent ce n'est pas d'aboutir, c'est de débuter. En l'occurrence, par où débuter ? Quel
chemin suivre. Il se retourna vers le député Daubrec, premier possesseur du bouchon de cristal, et qui devait probablement en connaître l'importance. D'autre part, comment Gilbert était-il au courant des faits et des gestes du député Daubrec? Quels avaient été ses moyens de surveillance? Qui l'avait renseigné sur l'endroit où Daubrec passait la soirée de ce jour? Autant de questions intéressantes à résoudre. Tout de suite après le cambriolage de la villa Marie-Thérèse, Daubrec avait pris ses quartiers d'hiver à Paris et occupé son hôtel particulier à gauche de ce petit square Lamartine qui s'ouvre au bout de l'avenue Victor Hugo. Lupin, préalablement camouflé, l'aspect d'un vieux rentier qui flâne, la canne à la main, s'installa dans ces parages, sur les bancs du square et de l'avenue. Dès le premier jour, une découverte le frappa. Deux hommes, vêtus comme des ouvriers, mais dont les allures indiquaient suffisamment le rôle, surveillaient l'hôtel du député. Quand Daubrec sortait, ils se mettaient à sa poursuite et revenaient derrière lui. Le soir, sitôt les lumières éteintes, il s'en allait. À son tour, Lupin les fila. C'étaient des agents de la sûreté. Tiens, voici qui ne manque pas d'imprévu. Le Daubrec est donc en suspicion. Mais le quatrième jour, à la nuit tombante, les deux hommes furent rejoints par 6 autres personnages qui s'entretinrent avec eux dans l'endroit le plus sombre du square Lamartine. Et parmi ces nouveaux personnages, Lupin fut très étonné de reconnaître, à sa taille et à ses manières, le fameux Praville, ancien avocat, ancien sportman, ancien explorateur, actuellement favori de l'Élysée, et qui, pour des raisons mystérieuses, avait été imposé comme secrétaire général de la préfecture. Et brusquement, Lupin se rappela. 2 années auparavant, il y avait eu, place du Palais Bourbon, un pugilat retentissant entre Praville et le député Daubrec. La cause, on l'ignorait. Le jour même, Praville envoyait ses témoins. Daubrec refusait de se battre. Quelque temps après, Praville était nommé secrétaire général. Bizarre, dit Lupin, qui demeura pensif tout en observant le manège de Praville. À cette heure, le groupe de Praville s'éloigna un peu vers l'avenue Henri-Martin. La porte d'un petit jardin qui flanquait l'hôtel vers la droite livra passage à Daubrec. Les 2 agents lui emboîtèrent le pas et, comme lui, prirent le tramway de la rue Taitbout. Aussitôt, Praville traversa le square et sonna. La grille reliait l'hôtel au pavillon de la concierge. Celle-ci vint ouvrir. Il y eut un rapide conciliabule, après lequel Praville et ses compagnons furent introduits. « Visite domiciliaire, secrète et illégale, » dit Lupin. « La stricte politesse eût voulu qu'on me convoquât. Ma présence est indispensable. » Sans la moindre hésitation, il se rendit à l'hôtel dont la porte n'était pas fermée. Et passant devant la concierge qui surveillait les alentours, il dit, du ton pressé de quelqu'un que l'on attend, « Ces messieurs sont là ?»« Eh oui, dans le cabinet de travail. » Son plan était simple. Rencontré, il se présentait comme fournisseur. Prétexte inutile. Il put, après avoir franchi un vestibule désert, entrer dans la salle à manger, où il n'y avait personne, mais d'où il aperçut, par les carreaux d'une baie vitrée qui séparait la salle du cabinet de travail, Praville et ses 5 compagnons. Praville, à l'aide de fausses clés, forçait tous les tiroirs. Puis il compulsait tous les dossiers, pendant que ses 4 compagnons extrayaient de la bibliothèque chacun des volumes, secouaient les pages et vérifiaient l'intérieur des reliures. « Décidément, se dit Lupin, c'est un papier que l'on cherche. Des billets de banque, peut-être. » Praville s'exclama. « Quelle bêtise! Nous ne trouvons rien !» Mais sans doute ne renonçait-il pas à trouver,
car il saisit tout à coup les 4 flacons d'une cave à liqueur ancienne, ôta les 4 bouchons et les examina. « Allons bon, le voilà qui s'attaque lui aussi à des bouchons de carafe. Il ne s'agit donc pas d'un papier ? En vrai, je n'y comprends plus rien. » Ensuite, Praville souleva et scruta divers objets. Et il dit « Combien de fois êtes-vous venu ici ?»« 6 fois l'hiver dernier, lui fut-il répondu. Et vous avez visité à fond chacune des pièces et pendant des jours entiers, puisqu'il était en tournée électorale. Cependant, Il n'a donc pas de domestique pour l'instant ? non, il en cherche. Il mange au restaurant et la concierge entretient le ménage tant bien que mal. Cette femme nous est tout dévouée. » Durant près d'1 heure et demie, Praville s'obstina dans ses investigations, dérangeant et palpant tous les bibelots, mais en ayant soin de reposer chacun d'eux à la place exacte qu'il occupait. À 9 heures, les 2 agents qui avaient suivi Daubrec firent irruption. « Le voilà qui revient !»« À pied ? À pied !»« Nous avons le temps !» Oh oui !» Sans trop se hâter, Praville et les hommes de la préfecture, après avoir jeté un dernier coup d'œil sur la pièce et s'être assurés que rien ne trahissait leur visite, se retirèrent. La situation devenait critique pour Lupin. Il risquait, en partant, de se heurter à Daubrec, en demeurant, de ne plus pouvoir sortir. Mais ayant constaté que les fenêtres de la salle à manger lui offraient une sortie directe sur le square, il résolut de rester. D'ailleurs, l'occasion de voir Daubrec d'un peu près était trop bonne pour qu'il n'en profitât point, et puisque Daubrec venait de dîner, il y avait peu de chance pour qu'il entrât dans cette salle. Il attendit donc, prêt à se dissimuler derrière un rideau de velours qui se tirait au besoin sur la baie vitrée. Il perçut le bruit des portes. Quelqu'un entra dans le cabinet de travail et ralluma l'électricité. Il reconnut Daubrec. C'était un gros homme, trapu, court d'encolure, avec un collier de barbe grise, presque chauve, et qui portait toujours, car il avait les yeux très fatigués, un binocle à verre noir par-dessus ses lunettes. Lupin remarqua l'énergie du visage, le menton carré, la saillie des os. Les poings étaient velus et massifs, les jambes torses, et il marchait le dos voûté, en pesant alternativement sur l'une et sur l'autre hanche, ce qui lui donnait un peu l'allure d'un quadrumane. Mais un front énorme, tourmenté, creusé de vallons, hérissé de bosses, surmontait la face. L'ensemble avait quelque chose de bestial, de répugnant, de sauvage. Lupin se rappela que... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.